Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire organisé par lepetitjournal.com, le journal des Français à l'étranger. Je suis ravi de vous retrouver très nombreux aujourd'hui pour assister à ce webinaire organisé avec les notaires de France sur la thématique les obligations déclaratives et la fiscalité internationale des expatriés, un sujet ô combien d'actualité et évidemment qui vous tient à cœur. Donc on est parti pour à peu près une petite heure ensemble avec maître Olivier Lecomte qui est notaire à Paris, diplômé spécialiste en droit international privé. Bonjour Olivier, comment vas-tu? Très bien, merci Hervé. Super, donc on est avec Olivier avec Maître Lecomte pendant une heure, donc je pense que le plus important c'est vraiment que vous êtes là pour poser vos questions. Donc on a un petit onglet questions en bas à droite avec poser une nouvelle question, donc je vais déjà vous faire un petit bonjour, voilà, vous allez voir, et ça s'affiche. Donc utilisez cet onglet comme fil de chat et surtout pour poser vos questions. Donc déjà, dites-nous un petit peu où vous êtes, Français de l'étranger, vous êtes un petit peu partout dans le monde. Est-ce que vous êtes en Asie et c'est la fin de journée? Est-ce que vous êtes aux États-Unis, vous êtes levé tôt le matin? Est-ce que vous êtes en Europe, en Afrique? Voilà, faites-nous un petit signe. Allez, on a Samuel qui est au Ghana, Jean-Pierre qui est en Suède du Nord. Ouh, il doit pas faire, il doit commencer à faire un petit peu meilleur, ceci dit, j'allais dire. Allez, Pascal qui est à Dubaï, super. Merci à tous. Géraldine Amsterdam. Un plaisir de vous retrouver. Donc, plusieurs informations importantes. Le webinaire, donc, comme je disais, va durer à peu près une heure. À la fin du webinaire, vous recevrez un mail sur la boîte avec laquelle vous vous êtes inscrit pour recevoir le lien du replay. Donc, si vous ne pouvez pas assister à tout, pas de souci, vous n'aurez rien perdu, vous pourrez voir en replay. Il y aura également un article dans le petitjournal.com la semaine prochaine avec la vidéo YouTube. Donc, pareil, vous pourrez revoir le webinaire si vous le souhaitez et surtout, vous pourrez le partager à vos amis, connaissances qui ne s'étaient pas inscrits parce qu'ils n'étaient pas au courant, mais qui sont intéressés évidemment par ce sujet hautement important. Donc voilà, donc c'est très important. Vous êtes nombreux à nous faire des petits coucous, je citerai tout le monde, mais effectivement, posez bien aussi vos questions. Vous avez des problématiques liées à ces déclarations fiscales, à la fiscalité. Donc on a la chance d'avoir un des meilleurs experts avec Maître Olivier Lecomte. Donc il faut vraiment profiter de sa présence pour poser vos questions. Olivier, je vais peut-être te laisser te présenter en quelques mots, puis nous dire un petit peu finalement quel est le rôle des notaires dans justement dans cette thématique de la fiscalité à l'international, en quoi vous intervenez. Oui, bonjour à tout le monde. Donc, les notaires de France, nous sommes spécialisés, quelques-uns, en matière de droit fiscal et de droit international privé, eu égard au fait que vous êtes de plus en plus nombreux à être partis à l'étranger. Donc, on a créé une cellule spéciale au Conseil supérieur du notariat, une cellule dans laquelle je participe, pour le pôle des Français à l'étranger, pour justement venir près de vous au niveau des ambassades, pour vous donner des informations et puis participer, comme aujourd'hui, à ce type de webinaire. Donc voilà, donc normalement, nous sommes maintenant avec les éléments nécessaires, enfin avec une connaissance nécessaire pour vous aider, sachant quand même que il y a quand même beaucoup de pays dans le monde, donc à chaque fois, on s'appuie sur des experts également dépendants des pays dans lesquels vous résidez pour pouvoir répondre à toutes vos questions. Parfait. Donc, du coup, les internautes, posez bien toutes vos questions, vos problématiques par rapport à votre situation et vos pays. Donc, Maître Olivier Lecomte va y répondre. Et puis, évidemment, je pense qu'après, n'hésitez pas non plus à contacter le Conseil supérieur du notariat, Maître Lecomte et ses collègues, parce que vous comprenez bien, il l'a dit, il y a des conventions fiscales un petit peu partout dans le monde et on ne va pas répondre en direct forcément en détail à chacun, mais en tous les cas, le but, c'est d'aborder vraiment tout le cadre. Donc, je vois Pierre qui nous dit bonjour Pierre, Al, qui est à Singapour, bonjour Al, Yveline à Sydney, Geneviève à Samui en Thaïlande, que je connais bien, Hervé en Belgique, Peggy à Rome, c'est un petit tour du monde, la Marie aux Pays-Bas, Sabine en Espagne, Myriam aussi, Sylvie aussi, Clémence à Barcelone aussi en Espagne bien sûr. On a un internaute en République dominicaine, au Kazakhstan. Bon voilà, c'est un vrai tour du monde, c'est un plaisir. Peut-être Olivier, pour démarrer, ce qui serait important pour nos internautes et pour une bonne compréhension, c'est de comprendre justement et rappeler comment est-ce qu'on détermine sa résidence fiscale quand on est expatrié. Là, on a pas mal de gens un petit peu partout. Donc, à partir de quel moment, finalement, ils sont résidents fiscaux français? Comment ça se détermine? Ou pas, d'ailleurs?
Oui, en réalité, on a plusieurs principes qu'il faut bien connaître en matière d'expatriation. Donc, on a le problème du domicile. On a aussi un principe de territorialité et une définition même sur la notion du territoire français. Alors, je vais peut-être rappeler les trois parce que je pense qu'après, pour bien répondre, c'est plus facile pour que vous compreniez tous. Le principe de territorialité, il est fiscal. Il dit quoi? Il dit que si vous êtes résident de France, vous avez une obligation fiscale de déclarer en France les revenus que vous avez dans le monde entier. Ce principe, il est universel. Ça veut dire que si vous êtes résident à Singapour, normalement, vous devez déclarer à Singapour les revenus que vous avez et à Singapour, et en Espagne, et en France. À l'inverse, lorsqu'on est résident, non résident, on a une obligation fiscale en France de déclarer que les biens d'origine française, c'est-à-dire les biens qu'on gagne les revenus qu'on gagne en France, revenus fonciers, les salaires qu'on gagne en France. Voilà, ça c'est le premier point. On peut parfois être une personne non résidente de France alors qu'on habite en France si la convention fiscale prévoit que vous n'êtes pas considéré comme résident français. Ça, c'est une exception. Deuxième principe, la notion du territoire français. Quand on va parler pendant ce webinaire de la France, en réalité, je parle de la France territoriale avec la Corse et je parle des départements d'outre-mer. Je ne parle pas de toutes les anciennes collectivités, enfin les territoires d'outre-mer ou les régions d'outre-mer du type Fatouma, pas Singapour, Saint-Barth et autres. Eux, il y a des accords fiscaux avec la France, donc on ne considère pas que lorsque vous êtes là-bas, que vous êtes un résident fiscal français, même si vous êtes situé en France. D'accord? Donc là, il faut que vous fassiez bien attention parce que tout ce que je vais vous expliquer là s'appliquera pas pour vous. Il y a des textes particuliers qu'il faudra aller chercher. Ça, c'est le deuxième principe. Le troisième principe, c'est celui de la notion de résident. Alors, la notion de résident, avant même de vous dire si vous êtes résident, il faut savoir s'il y a une date particulière pour considérer que vous êtes résident dans un pays. En France, on peut être résident de France pendant 6 mois de l'année et avoir une déclaration à faire pour 6 mois. Dans d'autres pays, vous êtes soit résident toute l'année, soit vous ne l'êtes pas. Par exemple, aux USA, on fait un texte d'exigibilité et si vous êtes assez de jours dans l'année aux US, on considère que vous avez le droit d'être résident fiscal américain pour toute l'année. Vous déclarez tous vos revenus. Donc, faites bien attention parce qu'il y a une petite particularité. Et comme on a été tous formatés à la française, lorsqu'on va à l'étranger, on a la tendance à penser que tout ce qu'on applique en France est un peu un copier-coller dans les autres pays et on est un petit peu perdu. Bon, donc maintenant, pour savoir si vous êtes résident de France, vous avez 2 possibilités. Soit il n'y a pas de convention fiscale. S'il n'y a pas de convention fiscale entre la France et le pays dans lequel vous êtes, on applique le code général des impôts des 2 pays, c'est-à-dire le code général français du côté français et le code général, si vous êtes à Singapour, de Singapour, pour savoir si vous êtes considéré là-bas aussi comme résident français ou pas. Le code général des impôts français, lui, il nous donne la notion de résidence à l'article 4B du code général des impôts. Et il nous indique des critères qui sont alternatifs. Ça veut dire que l'un seul des critères qu'on va voir dans 2 minutes, il y en a 4, si vous remplissez l'un de ces 4 critères, vous êtes considéré comme résident de France. Le premier critère, c'est de dire la personne a son foyer en France. Je considère que c'est un résident de France. Le foyer, c'est quoi? C'est la résidence habituelle avec un caractère permanent, c'est-à-dire qu'il faut que vous y soyez toute l'année. Et dans lesquels vous avez le centre de vos intérêts familiaux, c'est-à-dire dans lesquels vous vous réunissez avec la famille, vous avez votre voiture. Alors, on a beaucoup de jurisprudence sur la jurisprudence, c'est-à-dire de jugements qui ont été faits par les tribunaux en France parce qu'il y avait des contestations par des contribuables qui étaient partis. Et on s'est rendu compte que parfois, vous êtes à l'étranger, vous pensez être non-résident de France, mais comme vos enfants mineurs sont scolarisés en France, le juge considère que vous êtes résident de France parce que vos enfants sont restés à l'école en France et que vous profitez du système français. Tous les critères que je vais vous dire, ils sont très larges. L'administration fiscale a balayé très large pour essayer d'avoir un maximum de résidents de France, dont de gens taxables en France. La position du juge, elle est un peu particulière puisqu'on va même aller voir si vous consommez en France, si vous faites réexpédier votre courrier, si vous avez ouvert des comptes en banque en France, si vous avez des immeubles en France que vous louez ou voyez. Donc, pour le bien,
il faut avoir, quand on quitte la France, il faudrait quasiment ne plus avoir de domicile en France ni de bien en France. Le deuxième critère, c'est le lieu de séjour principal. Si vous séjournez plus de 183 jours en France, on va considérer automatiquement que vous êtes français, puisque vous serez au moins plus de la moitié de votre temps en France. Mais vous pouvez éventuellement résider dans 4 ou 5 pays. Donc, on va regarder si éventuellement vous résidez plus de temps en France que dans les 4 ou 5 pays et que le nombre de jours que vous passez en France, par exemple, fait 200 jours, vous pourriez être résident en France parce que c'est le pays dans lequel vous passez la majeure partie de votre temps, même si vous résidez en France dans un hôtel ou dans un logement qu'on vous a mis à disposition à titre gratuit. Ça, c'était le deuxième critère. Le troisième critère, c'est l'exercice d'une activité professionnelle non accessoire. Si vous résidez à l'étranger, mais que vous allez en France, donc sans avoir de loyer, sans avoir de foyer en France, sans passer plus de 183 jours en France, si vous avez en France une activité professionnelle qui vous rapporte plus de 50% de vos revenus totaux, ou si vous passez en France plus de 50%, enfin, si vous passez pour cette entreprise plus de 50% de votre temps, on va considérer que ce critère est acquis et que vous êtes résident de France. Dernier critère qui n'est pas des moindres, c'est celui de la localisation en France du centre des intérêts économiques. Ce critère, donc, il s'applique même si vous êtes à l'étranger, même si vous ne venez jamais en France, si plus de la moitié de vos revenus de source française est supérieur, enfin, si vos revenus de source française sont supérieurs aux revenus de source étrangère. Donc, vous partez à l'étranger, exemple, hein, vous êtes retraité, vous avez bien économisé en achetant plein d'appartements à Paris et vous êtes parti au Portugal vous reposer, votre retraite elle est de source française, vos revenus fonciers sont de source française, l'administration fiscale, même si vous n'êtes pas en France, pourrait dire que vous êtes un résident de France. Si vous n'avez pas de revenus, ben, l'administration fiscale va comparer votre patrimoine que vous avez en France et à l'étranger. Et si la valeur de votre patrimoine situé en France est supérieure à la valeur de votre patrimoine situé à l'étranger, on va dire que vous êtes un résident de France. Voilà, donc si on prend tous ces critères cumulés, quasiment on est toujours résident de France. Voilà. Et à l'étranger, ils vont appliquer leur code général des impôts pour voir si vous êtes résident de Singapour ou résident de France. Et si on a le même résultat entre les deux pays, il n'y aura pas de souci. Mais si les deux pays disent bah non, vous êtes résident de France et à Singapour, ils disent vous êtes résident de Singapour, bah, les deux sont en droit de vous taxer et on a un problème avec une double imposition. D'accord ? Ça, c'était le premier cas en absence de convention fiscale. Maintenant, lorsqu'il y a une convention fiscale, il faut vous reporter au premier article et à l'article 2 des conventions qui donne une définition de la résidence qui a été négociée entre les deux pays et qui se modifie un petit peu parce que là où on n'a pas parlé de nationalité, mais dans les conventions fiscales, si on ne sait pas vraiment où vous habitez, si on ne sait pas vraiment où sont vos revenus, on peut tenir compte de votre nationalité pour dire que vous êtes un résident fiscal de France ou pas. Très bien. Alors, et comme on a plusieurs types d'impôts, on a plusieurs types de conventions. Donc, il faut lire la bonne convention quand vous l'ouvrez. Ne prenez pas prendre la première en disant bah non, je suis résident de France, alors que vous êtes en train de regarder les revenus fonciers qui sont dans les revenus des personnes physiques au lieu de regarder celles sur les successions. Parfait. Ben, merci Olivier pour ce cadre. On voit qu'effectivement, c'est assez complexe et ce n'est pas évident, mais qu'il est vraiment primordial de définir rapidement le régime fiscal. C'est-à-dire qu'il faut qu'on sache à quel régime fiscal on est rattaché pour éviter la double imposition. Ouais. Et, je vais même plus loin, Hervé. Généralement, les gens qui quittent la France, on fait une étude avant et on arbitre pour être sûr d'avoir la notion de résident de tel ou tel pays. On a des cas de capitaines de Français, des milliardaires. À un moment donné, on voyait à la télé qu'ils avaient voulu avoir la nationalité belge. Et on se demandait pourquoi. En réalité, en ayant la nationalité belge et en appliquant la convention franco-belge, ils étaient devenus résidents belges et ils ne payaient plus d'impôt de plus-value en France. Donc, il y a des gens qui travaillent. Donc, je pense que si vous ne l'avez pas fait et que vous avez des revenus et que vous avez une hésitation, n'hésitez pas à consulter quelqu'un pour vous aider et vous assurer que vous n'avez pas de risque de redressement. À un tel point que je conseille parfois à des clients, lorsqu'ils partent à l'étranger et qu'on a un doute, de prendre une boîte à chaussures
et de garder tous les tickets qu'ils ont lorsqu'ils sont à l'étranger pour prouver leur présence à l'étranger. Parce que lorsqu'on a un redressement fiscal, généralement, ils lancent une vingtaine de redressements à l'administration fiscale. Mais ils n'en traitent qu'une dizaine. Si vous allez tout de suite et que vous amenez vos preuves, votre redressement peut s'arrêter parce que vous avez gardé le moyen de prouver que vous étiez à l'étranger tant de jours. C'est assez compliqué, hein. On a bien vu dans l'affaire de Johnny Hallyday, hein, ils ont étudié tous les chats qu'il y avait sur Internet pour voir s'il était là ou pas. Donc, on a un moyen aujourd'hui de savoir où sont les gens et il y a des échanges automatiques de données entre les pays qui font que quand même l'administration fiscale a désormais des moyens de plus en plus importants. Ok, bon, donc bien se préparer, bien statuer sur ce qui est le plus intéressant et sur son statut de résident et pas tricher, quoi. Enfin, c'est vraiment pour résumer. Bon, allez, on va prendre les questions Merci Olivier, on va prendre les questions des internautes. Il commence à y en avoir quelques-unes. Donc, on a quelqu'un en Indonésie. Alors, désolé parce que j'arrive pas à lire le Pabst, j'arrive pas à lire le pseudo. Donc, elle a une entreprise ici, elle est en indépendante, dit-elle, et elle voudrait savoir si c'est différent de ce qu'on appelle les expats, c'est-à-dire des personnes qui sont envoyées par les entreprises françaises à l'étranger. Est-ce que le statut fiscal est différent selon que, bon, voilà, on a un cadre dans une grande entreprise française envoyée ou détachée que, bon, si on a une entreprise localement? Bah là, si j'ai bien compris, elle a une entreprise en France, une entreprise individuelle. Non, c'est une entreprise en Indonésie, pardon. Ah, elle a une entreprise en Indonésie. Bah, si elle a une entreprise en Indonésie, je ne vois pas pourquoi puisqu'elle est non-résidente, elle n'a pas à déclarer en France les revenus de son entreprise en Indonésie. Ni ses revenus. Alors, ses revenus, s'ils sont de source française, mais là, ça dépend. Voilà. En réalité, c'est ce que je disais, elle est en dehors de France, donc elle a une obligation fiscale limitée. Elle doit déclarer les pensions, les retraites et les salaires qu'elle touche en France d'organismes français. Ouais. Mais dans son cas, j'imagine que ses revenus sont issus de son entreprise en Indonésie. Donc, dans ces cas-là, elle n'a pas besoin de les déclarer. Alors maintenant, si elle venait à verser ça à des enfants qui sont restés en France, eux, ils auraient l'obligation de le déclarer, mais elle, non. D'accord. Parfait. Allez, on continue avec les questions il y a pas mal de questions là des internautes, et tant mieux, continuez à poser vos questions. On va les traiter là une par une. Jean demande comment sont traités les intérêts et les plus-values en assurance vie quand on est à l'étranger en non-résident fiscal. Ah oui, alors, sa question, elle est incomplète. C'est des assurances-vie qui ont été souscrites auprès d'organismes en France ou auprès d'organismes à l'étranger? J'imagine. On va distinguer. Allez, si c'est à l'étranger, bon, il est non-résident, il n'a rien à déclarer. D'accord. Maintenant, si il a des revenus sur les assurances-vie, alors les assurances-vie, normalement, ça capitalise, donc on n'a pas de revenus. C'est au moment du dénouement du contrat qu'on touche la somme. Donc, et ils sont exonérés de droits de succession. Donc là, c'est un rachat. Je suppose qu'il fait des rachats de ces contrats d'assurance-vie. Là, il est obligé, si c'est une assurance-vie faite auprès d'un organisme français, de les déclarer. Et il y a tout un système sur les impositions dans lesquels on a des prélèvements qui sont parfois forfaitaires et libératoires, parfois qui sont des prélèvements en entendant qu'il y ait une déclaration en fin d'année. Donc là, il faut qu'il se rapproche de son assureur pour poser la question. Alors, j'en profite parce que là, on parle d'assurance vie. Je vais quand même attirer l'attention à tous les internautes sur le danger d'avoir des assurances vie souscrites en France quand on est un expat. Parce qu'on a un risque de double imposition en cas de décès. Si vous préférez, l'assurance vie telle qu'elle est actuellement en application en France est un régime dérogatoire dans lequel on a donné beaucoup d'avantages. Pourquoi? Parce que les gens qui placent en assurance vie, c'est l'argent qui est mis à la disposition de l'État lorsque l'État veut faire des emprunts pour rembourser la dette publique. Donc, pour éviter qu'on soit obligé d'aller emprunter auprès d'États tiers, on incite les Français à mettre de l'argent en assurance vie pour que l'État puisse emprunter. Et donc, on a fait des exonérations de droits de succession sur ces assurances vie. Mais à l'étranger, on n'a pas la même notion de l'assurance vie. On considère qu'une assurance vie est exonérée de droits de succession lorsque c'est une somme qui a été versée et qu'il y a vraiment un aléa. C'est-à-dire, je donne 100 €, si je meurs dans l'année, je touche 1 million d'euros. Nous, en France, on dit je donne 100 € et je capitalise comme si c'était un livret d'épargne et je récupère 100 € à mon décès. Il n'y a pas d'aléa, vraiment.
Et donc, à l'étranger, une assurance vie à la française peut être considérée comme taxable, alors qu'en France, elle ne l'est pas. Or, si elle est taxable à l'étranger et qu'en France, elle l'était au titre de l'article 990I, c'est-à-dire si le montant de l'assurance vie est supérieur à 152 000 euros lorsqu'on l'a souscrit avant 70 ans, l'impôt de 20% qu'on paye en France est un impôt dit sui generis et qui ne rentre pas dans la convention avec l'autre pays pour être compensé. Donc, on pourrait avoir à payer un impôt de 20% en France et un impôt de succession dans l'autre pays. Donc, normalement, quand les gens partent à l'étranger, on arrête les contrats d'assurance vie. Si vraiment on veut en refaire une, toutes les banques françaises ont ouvert des succursales au Luxembourg pour ouvrir des contrats au Luxembourg pour éviter que ça soit une assurance vie auprès d'une société française. Donc, soyez prudents avec les assurances vie, surtout pour tous les gens qui sont en Espagne. J'ai eu des successions. Ouais, et en Espagne, on a la double imposition et on peut pas. Et les gens pensent en disant, grâce à l'assurance vie, il n'y aura pas de droit de succession. Pour en finir, on paye 2 fois. Alors, du coup, on a une question de Myriam, Olivier, qui dit « Faut-il déclarer les assurances vie en Espagne alors que celles-ci ont été ouvertes depuis plus de 20 ans en France ?» Et elle va percevoir, cette dame, Myriam, celle de son époux qui est décédé cette année. Ah elle n'a pas de chance. S'il est décédé, on ne peut plus rien faire. Donc, elle va devoir déclarer l'assurance vie au titre de la succession. Là, comme il est décédé, on ne déclare plus puisque ça fait partie maintenant de l'actif successoral. Donc, ce n'est plus des impôts sur les revenus qu'on paye dessus, c'est des droits de succession. Alors, maintenant, je ne connais pas son type d'assurance vie. Est-ce que c'est un contrat qui a été souscrit après 70 ans et qui est soumis à l'article 759 du Code général des impôts, c'est-à-dire avec un abattement seulement de 30 500 € ou est-ce une vieille assurance vie complètement exonérée? Il faudrait qu'elle consulte un notaire spécialiste en droit international et en fiscalité en France. Il faudra qu'elle se fasse aider parce qu'il faut qu'elle fasse la déclaration dans les 2 pays. Ok, très bien. Voilà la réponse, Myriam. Alors, on a une question. On a parlé pas mal de l'assurance vie. Marie avait une question aussi autour de l'assurance vie aux Pays-Bas. Voilà, mais on va avancer un petit peu sur les autres questions. Isabelle demande, elle est retraitée en Espagne. Tous ses revenus proviennent de… Elle est retraitée, oui, donc du coup. Tous ses revenus proviennent de caisses de retraite sur son compte bancaire resté en France. Où suis-je imposable? Donc, elle vit en Espagne, elle est retraitée, elle perçoit ses pensions en France. Où est-ce qu'elle est imposable? Alors, elle est imposable en Espagne, mais il y a certaines retraites. Les retraites payées par l'État ou par des organismes de l'État pour les fonctionnaires, eux, ils sont toujours imposables en France. On estime que les gens ont profité davantage et qu'ils ont profité de points, de facilités. Donc, on exige pour ces revenus-là qu'ils soient imposables en France. Très bien, voilà pour la réponse. Sabine demande, elle est fonctionnaire en disponibilité et actuellement travailleur indépendante en Espagne. Elle demande si elle doit faire sa déclaration en Espagne ou en France. Si c'est pour ses revenus étant perçus, j'imagine, vu qu'elle est en disponibilité, donc ses revenus doivent être perçus en Espagne. Pour ses revenus perçus en Espagne, puisqu'elle est en disponibilité, elle est considérée comme étant résidente espagnole, elle doit les déclarer en Espagne, sauf tous ceux éventuellement de revenus qu'elle pourra avoir de sources françaises, type revenus fonciers, pensions qu'elle toucherait de France, éventuelles. Très bien. Allez, on a une autre question d'Isabelle en Espagne qui a acheté son appartement en janvier 2023, donc cette année. Si elle le revend l'année prochaine pour aller dans une autre région en Espagne, y a-t-il une plus-value sur la résidence principale? Isabelle, elle était à Malaga. Bon, là, pour le coup, c'est de la fiscalité en Espagne, donc j'imagine qu'il y a une fiscalité sur les plus-values en Espagne aussi. Non, mais c'est bien sa question parce que ça va nous permettre de répondre à tous les internautes. En réalité, lorsqu'on quitte la France ou lorsqu'on quitte le pays dans lequel vous êtes arrivé après, il y a une étude à faire sur les plus-values et c'est bien qu'elle pose la question. Par exemple, lorsqu'on quitte la France pour aller à l'étranger, on a une exonération de sa résidence principale, mais quand on arrive à l'étranger, si on n'a pas eu le temps de la vendre, sa résidence principale, on a encore presque 2 ans au maximum pour vendre, enfin 31 janvier de l'année qui suit votre départ, pour vendre votre résidence principale. Si vous avez d'autres biens immobiliers à vendre, vous devez également faire un choix lorsque vous quittez la France, parce que vous n'avez pas d'exonération de plus-value lorsque vous vendez un logement locatif lorsque vous êtes résident de France, alors que si vous partez à l'étranger et que vous vendez votre appartement que vous avez à Paris qui est loué après être parti, vous avez un abattement exceptionnel de 150 000 € et lorsque vous êtes marié, de 300 000.
Donc, parfois, il faut attendre pour vendre et il faut se renseigner pour faire le bon choix parce qu'on peut faire des économies. Maintenant, dans l'exemple qu'on nous donne, c'est quelqu'un qui veut vendre une résidence dans un pays en étant à l'étranger. Normalement, lorsqu'on est à l'étranger et qu'on vend, l'imposition, elle est liée au lieu de situation. C'est-à-dire qu'on estime que le bien, s'il est situé en Espagne et qui vaut cher, c'est parce que l'Espagne aura investi beaucoup dans les routes, les écoles, ce qui donne une valeur au bien. Donc, c'est ce pays-là qui est en priorité avec le droit d'imposer les plus-values. Alors maintenant, à Malaga, elle va consulter un fiscaliste local qui va lui dire s'il y a ou pas des plus-values selon le droit fiscal de Malaga. Alors, je peux pas lui répondre parce que autant pour l'Italie, on a une exo et je vous aurais dit oui, autant pour l'Espagne, il y a autant de fiscalité qu'il y a de provinces. Alors, j'ai beau avoir une bonne mémoire, je vais toujours rechercher dans mes livres et là, je ne vais pas avoir le temps d'aller chercher dans le livre pour lui donner la réponse, mais elle pourra consulter. Ouais. Ceci étant, si elle revient en France et qu'elle vend, une fois être revenue en France, sa résidence principale qu'elle a à Malaga, on pourrait avoir une double imposition. Et là, il faudrait que je sorte la convention fiscale en matière d'impôt sur les revenus et que je regarde si cette double imposition est évitée grâce à un crédit d'impôt au taux effectif. Donc là, il y aurait aussi une étude à faire pour les gens qui vont quitter le pays dans lequel ils sont expatriés et qui reviennent en France. Faut-il qu'ils vendent avant? Généralement, la réponse est oui, pour éviter la difficulté d'une imposition en France sur une plus-value qui a été réalisée à l'étranger, alors même que l'autre pays ne prendrait pas d'impôt. Donc, très bien. Voilà pour la bonne réponse et le bon conseil. Allez, on va continuer avec… Il y a beaucoup de questions, hein, beaucoup de questions, tant mieux. On a Yann qui demande, en tant que non-résident sur un autre continent, faut-il déclarer le compte bancaire étranger dans sa déclaration de revenus en France? Donc, le compte bancaire, j'imagine, le revenu qu'il perçoit, quoi. Ouais, alors c'est bien, cette question, elle m'intéresse. Ça fait partie des formalités qu'on doit faire. Vous savez que lorsqu'on est résident de France, on doit déclarer tous les comptes qu'on a à l'étranger. On a une case dans notre déclaration d'impôt qu'on fait, hein, c'est la case 8UU. Et puis, on est obligé en plus de faire un formulaire 3976, si je ne me trompe pas, hein, de mémoire. Donc, dans lesquels on dit combien j'ai d'argent sur le compte, qui a des procurations. Alors maintenant, la question que vous me posez, et puis si on ne fait pas ça, on a une amende de 1 500 € par an et il y a une prescription au bout de 8 ans. Enfin, ça peut faire du bruit si on a 10 comptes, 1500 fois… 10 comptes fois 1 500 € annuellement, ça peut coûter cher. Oui, ça fait pas mal d'argent. Ouais. Sa question, elle est, je suis à l'étranger, j'ai un compte, est-ce que je dois le déclarer en France? Alors, lui, non. Par contre, s'il a donné une procuration sur son compte à sa fille ou à son fils en disant, si je meurs, je veux qu'il puisse avoir sur les comptes, il faut surtout, parce que on doit déclarer lorsqu'on est résident de France les comptes qu'on a à l'étranger, mais aussi lorsqu'on est résident de France, on doit déclarer les comptes qui ne nous appartiennent pas pour lesquels on a une procuration. Parce qu'il y a une suspicion que vous l'avez mis à un nom de quelqu'un d'autre en votre profit. Donc, s'il a donné une procuration au profit de quelqu'un de sa famille qui habite en France, il faut le déclarer. Par contre, il n'est pas obligé de déclarer les comptes qu'il a à l'étranger lorsqu'il est non-résident. Peut-être que dans le pays dans lequel il a l'obligation de le faire, mais là, il faudra qu'il se renseigne en interne. Okay. Très bien. Allez, on est presque à la moitié du webinaire. C'est bien, il y a beaucoup de questions. C'est très passionnant, Olivier. Il y a beaucoup d'interrogations. Moi, je voulais savoir quelles sont les démarches qu'on doit réaliser auprès de l'administration fiscale avant son départ ou une fois qu'on est parti, mais si on n'a pas fait ces démarches-là. Et Yveline demande justement quel formulaire utiliser pour une première déclaration type de revenus ou sur des plus-values, sur des placements financiers. Finalement, quelles sont les démarches les bonnes étapes à suivre? Alors avant, on envoyait une lettre recommandée à l'administration fiscale pour dire voilà, coucou, je pars et je vais à tel endroit. Alors d'abord, quand on quitte la France, on ne peut pas quitter la France comme ça. L'Amérique avait mis en place tout un système de taxation pour éviter les départs hors d'Amérique et la France, et enfin tous les pays occidentaux ont copié. Lorsqu'on part à l'étranger, on a déjà un formulaire à faire, ce qu'on appelle pour l'exit tax. C'est-à-dire que les plus-values qu'on a sur certains biens et son portefeuille de titres, par exemple,
peut être taxé en France en disant moi, si la personne va à l'étranger, l'État peut dire j'aurais du mal à recouvrer l'impôt, ils vont être trop loin, je ne vais pas les poursuivre là-bas, donc je fais payer l'impôt. Et puis, si la personne conserve bien les titres et jusqu'à ce qu'elle revienne, je lui fais une remise. Donc, il y a l'exit tax à faire. Après, les personnes s'imaginent qu'il y a beaucoup de formalisme à faire pour partir à l'étranger. En réalité, non. Une fois qu'on a fait son papier d'exit tax, on regarde si toutefois on est concerné, parce qu'il y a peu de gens qui sont concernés par l'exit tax. On regarde purement et simplement dans son espace personnel impôt.gouv. On a tous maintenant un espace personnel avec des codes d'accès. Vous allez dans impôt.gouv, vous tapez votre code, vous rentrez, et puis vous avez la possibilité d'envoyer des mails qui restent toujours dans votre dossier. Et vous envoyez un mail purement à l'administration fiscale en disant « Voilà, monsieur l'inspecteur, je m'en vais à compter de tel jour dans tel pays. Voilà mes nouvelles coordonnées, je reste à votre disposition. » Et puis c'est tout. Voilà. Mais par contre, faites-le le mail, parce que vous pourriez avoir l'administration fiscale qui s'inquiète, qui continue à vous relancer, et elle comprendra mieux l'année d'après si dans votre espace personnel, vous avez certains revenus qui ont disparu, parce que les ordinateurs de l'État, ils s'affolent lorsqu'on déclare moins. Oui, il y a des alertes qui se déclenchent, effectivement. Très bien. Est-ce que, Olivier, tu pourrais nous redire quels sont ce à quoi on est soumis comme impôt, et également éventuellement les taux minimums quand on est non-résident fiscal français? Je pense notamment, si on a des biens en France, ils seront taxables. Voilà. Alors, on a plusieurs taxes. On a des taxes qui sont directes et on a des taxes qui peuvent être indirectes. Lorsqu'on est non-résident, on a une obligation fiscale limitée, c'est-à-dire qu'on a l'obligation de déclarer en France les revenus de source française. Un bien situé en France, un appartement, c'est un revenu de source française. Donc, on doit faire une déclaration, même si on est à l'étranger, en France, pour déclarer les loyers qu'on a perçus. Alors, cette taxe, les revenus fonciers, ça fait partie d'un impôt normalement progressif. Mais l'administration fiscale, lorsqu'on est à l'étranger, elle sait qu'elle ne va pas pouvoir connaître les revenus que vous avez, vous, dans le pays dans lequel vous êtes parti. Donc, elle prend un taux minimum d'imposition de 30%. Alors, vous avez la possibilité de descendre en dessous des 30% si vous faites une déclaration rectificative dans laquelle vous prouvez les revenus que vous avez à l'étranger. Voilà. Donc, on a un impôt qui n'est pas forfaitaire, mais qui est quand même avec un taux moyen d'imposition minimum de 30%. Pourquoi? Parce que comme en France, on ne connaît pas tous vos revenus que vous avez à l'étranger, on ne sait pas si on a bien appliqué le barème progressif. Donc, on prend un barème moyen à 30% en se disant, voilà, comme ça tiendra compte des revenus qu'ils ont là-bas. Peut-être qu'ils auraient été taxés à 40 en France ou à 25. Enfin, ça fait une moyenne. Ça, c'est pour les revenus fonciers. Après, tous les autres revenus que vous avez en France de source française sont également à déclarer. Certains sont exonérés parce qu'il y a un prélèvement forfaitaire à la base. Par exemple, les plus-values. Lorsque vous vendez, c'est la banque qui paye les plus-values pour vous. C'est libératoire. Ou c'est le notaire qui paye les plus-values pour vous. Et éventuellement les prélèvements sociaux. Ouais. Donc là, vous êtes exonéré puisqu'on l'a payé en amont. On rappelle simplement le montant de la plus-value, mais elle n'est plus taxée. Voilà. Donc en moyenne, une imposition qui s'élève à 30%, sauf lorsque vous êtes dans un territoire d'outre-mer. Dans ces cas-là, on veut aider parce que dans les territoires d'outre-mer, l'économie est moins puissante qu'en France. Donc, on vous fait un taux à 14,4%. Ok, alors on va reprendre le fil de questions des internautes. On a pas mal de questions. On a Anne qui demande concernant les cotisations sociales, donc CSG, CRDS sur la retraite, est-ce qu'elles sont déduites automatiquement du revenu brut des caisses de retraite ou est-ce qu'il faut les déclarer et les payer? Là, je ne sais pas répondre. Il faut qu'elle demande. Certainement à sa caisse de retraite. Ouais, je ne sais pas répondre. Là, c'est ça dépend des caisses, donc je prends un joker. Ok, parfait, très bien, pas de souci. Je pose des questions. Hein, il n'y a pas de souci, mais quand je ne sais pas, je préfère le dire pour pas induire en erreur les gens. Bien entendu. Alors, Gwenaël est fonctionnaire d'État payé par la France, donc, mais il réside en Espagne. Il dit, j'ai vu dans une notice d'administration fiscale des impôts que si c'est un choix personnel, la résidence fiscale était espagnole, alors qu'il est fonctionnaire d'État français. Oui, mais il est en activité ou pas?
Qu'est-ce qui est fonctionnel Parce que être fonctionnaire d'État, c'est fait que ce qui touche doit être déclaré en France et donc est imposable en France. Tout dépend s'il est en disponibilité ou s'il est en exercice, c'est ça en fait. Ouais, parce que là c'est pareil. J'ai des gens détachés des ambassades qui payent en France. Là, il faudrait vraiment regarder, ou de l'OCDE, il y a des statuts différents. Donc là, il faudrait qu'ils me reposent avec beaucoup plus de détails pour qu'on puisse bien répondre. Très bien. Voilà. De toute façon, au vu de ce qu'il m'a dit, j'ai l'impression, que c'est imposable en France, et le fait qu'il soit résident espagnol, ça ne changerait pas grand-chose pour moi. Mais bon, il approfondit là, d'accord. Parfait. Surtout les internautes, n'hésitez pas évidemment à recontacter derrière Maître Lecomte. Vous recevrez un mail avec également les coordonnées du Conseil supérieur du notariat, et donc ça sera très facile de vous joindre. En réalité, pour tous les expats, lorsque vous avez des questions à poser, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité de demander au Conseil supérieur du notariat, les experts. Oui. Donc le Conseil supérieur du notariat, il se situe à Paris. Mais vous pouvez aussi demander à la chambre des notaires dans lesquels vous avez résidé, la Gironde ou autre, par exemple. Vous passez un petit coup de fil à la chambre et vous dites que dans ma région, là, quel est le notaire spécialisé en droit international, ils vont vous le dire. En réalité, on est un peu des spécialistes. Alors, si vous allez purement et simplement sans aller voir un spécialiste, vous risquez d'avoir des réponses un peu moins approfondies. Donc, essayez d'aller voir des spécialistes. Très bien, c'est bien noté. Chris demande, dans le cadre de la nouvelle obligation de déclarer avant le 1er juillet, c'est bien immobilier en fait à usage d'habitation. Donc effectivement, tous les propriétaires. À des fois, c'est 150 € d'amende. Hein. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'ils sont bien concernés, nos Français propriétaires en France? Comment ça se passe? Normalement, ils ont beau être à l'étranger, ils ont toujours sur impôt.gouv l'accès avec leur code pour déclarer leurs revenus fonciers. Ouais. Donc, automatiquement, s'ils ont des revenus fonciers, c'est qu'ils ont des locataires et ils vont devoir entrer dans cet espace personnel. Et vous verrez, il y a un petit onglet déclaration où va apparaître avec l'adresse de votre bien, le nom de l'occupant, et vous pouvez le corriger. Ça se fait en 5 minutes. Surtout, faites-le avant le 30 juin. Ok. Voilà, ça, c'est à faire qu'on soit résident ou non. Ça permet à l'administration fiscale de couper les informations que vous donnez avec les déclarations des locataires pour voir si éventuellement il n'y a pas des choses non déclarées. Okay. Et le même Chris demande, c'est un peu la suite de la question, si lui, il est propriétaire de parkings qui ne sont pas loués, pas meublés, qu'il occupe de façon aléatoire lors de sa présence en France, dit-il. Il demande s'il doit les déclarer en bien vacant ou en résidence secondaire. Le problème, c'est que maintenant, on met une taxe d'habitation sur les garages. Donc, et qu'on met aussi une taxe dans certaines villes sur les locaux vacants. Donc, qui déclare d'une telle ou telle façon, il aura quand même un impôt à payer. S'il vient et qu'il l'occupe quand il est en France, il faut qu'il le déclare comme étant occupé par lui. Hein. Puis c'est tout. Il aura une taxe d'habitation. Alors, la taxe d'habitation, des fois, on ne la voit pas parce que quand le local est tout près de la maison, on fait une seule taxe d'habitation de la maison et du garage. Mais quand ça a plus de X mètres, on peut avoir des taxes d'habitation distinctes. Très bien. Allez, on continue avec les questions. Il y en a beaucoup, tant mieux. Eleni demande, faut-il déclarer l'occupant d'une EHPAD car elle a investi dans un LMNP, loueur meublé non professionnel? Alors, si elle a fait du LMNP, elle ne déclare pas l'occupant, elle déclare le nom du preneur. C'est-à-dire, quand elle a fait un bail, si elle l'a fait avec Odalis ou une maison de retraite X ou Y, elle déclare la maison de retraite X ou Y. Et après, la maison de retraite, elle va déclarer le nom exact de l'occupant. Elle ne va pas aller tous les ans voir qui est dans sa chambre au 1er janvier. Mais elle déclare comme occupant la société preneuse. Valérie a une autre problématique. Son mari part travailler à l'étranger, donc il est muté en Europe début juin. Elle dit, je ne vais pas suivre tout de suite. Faut-il mettre notre appartement en vente avant son départ pour que ce soit considéré comme résidence principale, sachant qu'elle reste en France et qu'elle est considérée comme résidente fiscale française. C'est-à-dire que son mari, à partir de juin, il va être à l'étranger et elle va rester encore un moment. Donc, à partir de quand il faut vendre pour que ce
soit considérée comme la résidence principale. Ben là, elle a un petit piège. Parce que la fiscalité, elle n'est pas calculée en matière de non-résidents pour le couple, elle est faite personne par personne. Oui. Donc lui, quand il va partir, il va conserver l'exonération sur la résidence principale pendant donc maximum 2 ans après son départ. Et elle, le délai de 2 ans commencera à courir quand elle partira. Donc il faut absolument que cet immeuble soit vendu dans les 2 ans du départ de son mari. Parce que sinon, lui pourrait perdre l'exonération et puis elle également s'il vend plus de 2 ans après son propre départ. Très bien. Allez, on continue avec les questions. Qu'est-ce que j'avais vu? Eleni, elle est résidente au Gabon, ou il est résident, pardon. Dans quel cas est-il judicieux d'opter pour le taux moyen d'imposition en France? Le taux moyen d'imposition en France, il va être systématique si elle le conteste pas. C'est judicieux à partir du moment où elle a quand même des revenus au Gabon qui pourraient s'ajouter et dépasser 30% de taux moyen d'imposition en France. Oui, c'est les 30% qui font… Il faudrait qu'elle s'amuse à calculer selon les barèmes français les revenus qu'elle a en France, plus les revenus qu'elle a à l'étranger, qu'elle regarde si son taux d'impôt monte au-delà de 30, elle reste au taux moyen. Si elle est en deçà, elle fait une déclaration avec les taux progressifs pour bénéficier d'un allègement. Alors, le problème de tout ça, c'est que quand il n'y a que quelques euros à gagner, la consultation qu'elle va faire auprès d'un comptable risque de coûter plus cher. Donc, il faut qu'elle essaye un petit peu d'être économe, donc de regarder par elle-même dans impôt.gouv, on peut calculer ses impôts. Il y a des simulateurs. Elle met tous les revenus qu'elle a, elle regarde et puis elle regarde son taux d'imposition moyen, puis elle voit s'il y a quelque chose à gagner. Très bien. Allez, Jean, lui, il est basé en Inde, il est résident fiscal indien en Inde et il demande est-ce qu'il doit déclarer les intérêts des fonds en euros dont il dispose en France? Voilà, les fonds en euros qui disposent en France et auprès d'un établissement bancaire français, c'est des intérêts de source française à déclarer en France. Pas d'hésitation. Pas de sujet. Très bien. Allez, on a d'autres questions. Pascal, il est résident à Dubaï, ou à Abu Dhabi, il est aux Émirats en tous les cas. Il n'est pas résident fiscal français. Il vient d'acheter un bien en France qu'il veut utiliser comme pied-à-terre. Quelles sont les démarches qu'il doit effectuer suite à cette acquisition par rapport, évidemment, à l'administration fiscale? En réalité, là, il est résident à l'étranger, il a un bien en France, donc il n'y a pas de souci. Il enverra simplement une petite lettre au centre des impôts dont dépend l'immeuble. Donc, il va regarder dans Internet s'il dépend du centre de, je ne sais pas où il a acheté, de Nice ou autre, par exemple. Il va faire une petite lettre pour dire, voilà, je suis l'occupant à compter du temps. Et puis, il aura la taxe d'habitation et la taxe foncière à payer. Alors, il faut quand même faire une petite parenthèse sur son cas parce que ça se peut qu'il ait acheté le bien avec une société étrangère ou avec une société civile qui a été créée en France. Alors, dans ces cas-là, il aura un formalisme particulier en plus à faire. C'est la déclaration de l'article 990 du Code général des impôts. C'est-à-dire que quand on est détenteur en France d'un bien à travers une société, l'administration suppute qu'on l'a mis dans une société pour se cacher derrière et pas payer d'IFI. Et si on ne déclare pas tous les ans les biens détenus par cette société et le nom des associés, l'administration fiscale pourrait nous mettre une taxe de 3% de la valeur des immeubles. Donc, s'il le détient avec une société, il a jusqu'au 30 juin pour faire la déclaration, là, ou 30 mai, il faudrait qu'il regarde parce qu'on est tout juste là. Enfin, s'il envoie un petit peu en retard en recommandé, ils sont sympas, ils disent rien. Et il faut qu'ils disent, voilà, je suis associé dans telle société, les associés sont à tel, la société est propriétaire de tel immeuble. Bon, en tous les cas, il faut se pencher sur le sujet très rapidement. Sa question, elle tombe bien pour en finir parce que ceux qui ont des biens en France à travers une société, attention à l'article 990I. Parfait. Allez, une question de Philippe il demande si le statut d'un héritier d'un bien immobilier en France peut contraindre à faire une déclaration de revenus en France, justement, auprès de l'administration fiscale française, bien qu'il ne génère aucun revenu. Donc, j'imagine, par exemple, Philippe a hérité d'une maison, d'un appartement qui veut pas louer, qui veut pas revendre et donc qui veut juste conserver pour lui parce que c'est peut-être une maison de famille. Est-ce que dans ce cas-là, il doit faire une déclaration? Alors là, elle était la position française était différente de d'autres pays. Par exemple, en France, lorsqu'on est non-résident et qu'on a des biens, on n'a pas une obligation déclarative. On déclare que si on a des revenus.
Par exemple, quand on est en Espagne et qu'on hérite, on ne peut même pas hériter sans avoir ouvert un compte fiscal. En France, on peut hériter sans avoir ouvert un compte fiscal. Ceci étant, à partir du moment où on vient d'avoir la réforme pour déclarer les occupants, il faudrait au moins qu'ils déclarent avant le 30 juin de chaque année l'occupant du bien pour éviter que l'administration fiscale ne puisse pas, taxer, prendre la taxe d'habitation. Ceci étant, s'il reçoit une taxe d'habitation et qu'il la paye, il n'aura pas de souci. Mais sinon, s'il ne déclare pas l'occupant et qu'il dit après, non, c'est pas moi qui l'habite, c'était Pierre-Paul Jacques, on pourrait lui dire, monsieur, vous aviez une obligation déclarative de nous dire qui était l'occupant et on vous met une amende de 150 €. Mais si elle n'est pas louée, c'est à lui de payer la taxe d'habitation, même s'il y va pas. Si elle n'est pas louée, il faudrait d'abord demander au percepteur de venir avant le 1er janvier de chaque année pour constater qu'il n'y a pas de meubles, ni chaise, ni lit. Il ne va pas faire ça chaque année. Il a certainement quelque chose de mis dans sa… Le plus simple, c'est de payer la taxe d'habitation. Sinon, les taxes de logement vacant, c'est pire. Alors, c'est vrai que la taxe d'habitation, les communes ont tendance à monter la taxe d'habitation en considérant que c'est des gens qui ont des revenus et ils parlent d'une augmentation dans certaines villes de 60%. Donc, ça va commencer à devenir un petit peu plus désagréable. Mais bon. Très bien, allez, on continue. On a encore un gros quart d'heure ensemble, les internautes. Il y a encore beaucoup de questions. Donc, merci Olivier pour tes réponses et pour prendre un petit peu comme ça au fil de l'eau. Mais je crois que c'est un peu l'objet de ce webinaire, c'est de répondre à chacun. Samuel, alors c'est un pseudo, donc nous demande, en cas de retour en France de l'épouse qui n'a pas d'emploi à l'étranger ni en France, et en revanche, l'époux, lui, va rester à l'étranger pour travailler, quelles sont les incidences sur la résidence fiscale du couple? C'est-à-dire, en gros, madame va rentrer en France, peut-être avec les enfants ou peu importe, et le monsieur, en revanche, lui, va rester à l'étranger pour continuer à travailler. Donc, quelle est l'incidence sur la résidence fiscale du couple? Alors, résident fiscal et puis aussi obligation déclarative. C'est l'article 6.4 du Code général des impôts qui dit qu'on a une imposition qui est par la personne et non pas par le couple. Alors qu'en France, lorsqu'on vit en couple, on fait une seule déclaration, sauf si on est marié en séparation de biens et qu'on vit éloigné. Donc là, elle va revenir, elle va se redéclarer en France et elle va faire sa déclaration de revenus en France sur les revenus qu'elle touche vraiment. Et lui, il continuera de déclarer à l'étranger les revenus qu'il a de source étrangère. Et lui, il fera aussi sa déclaration en France pour les revenus de source française. Mais il sera pas pour autant, il n'y aura pas qu'une seule déclaration comme s'ils étaient revenus tous les deux en France. Ils vont faire chacun la leur. Donc, il va pouvoir bénéficier d'une exonération d'imposition en France des revenus que monsieur a à l'étranger. Parfait, très bien. D'ailleurs, peut-être sur un point un petit peu plus général, quels sont les points vraiment de vigilance qu'on doit et comment s'y prendre quand on revient en France par rapport à l'administration fiscale? Admettons, on a vécu à l'étranger pendant plusieurs années, on revient en France parce que voilà, c'est un retour d'expatriation. Comment s'y prendre? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, quand on revient en France, c'est comme quand on part, on doit refaire une étude. Tout à l'heure, je parlais des plus-values. Il n'y a pas que les plus-values immobilières, tout type de plus-value. Est-ce qu'on doit arbitrer avant de revenir ou après? On doit aussi s'intéresser sur les effets vis-à-vis de l'exit tax qu'on avait fait en partant, si toutefois il y avait une exit tax. On doit aussi s'intéresser sur les assurances-vie qu'on a ouvertes. Est-ce que l'IFI va changer? Parce que lorsqu'on est non-résident en France, on doit payer l'IFI sur tous les biens immobiliers qu'on possède en France, mais aussi les sociétés, les CPI qui détiennent elles-mêmes des biens en France. Lorsqu'on revient de l'étranger, donc sur l'arbitrage, les biens qu'on a à l'étranger sont exonérés pendant quelques années d'IFI en France. Alors, est-ce judicieux de les vendre alors qu'on va être exonéré? Est-ce que la plus-value… Enfin, vous voyez, il y a tout un arbitrage à faire et une étude à mener pour s'assurer de faire les bons choix. Ouais. Mais justement, à partir de quel seuil, Olivier, on est soumis à l'IFI, donc l'impôt sur la fortune immobilière en France? À partir de quel seuil et comment il est calculé ce montant de l'IFI? Alors, généralement, les gens sont surpris parce que on a beaucoup quand même d'étrangers qui achètent à Paris. Et le seuil les surprend parce qu'on dit qu'on est taxable à l'impôt sur la fortune immobilière à partir d'1,3 million. Oui. Mais dès que le bien fait 1,3 million, on est taxé à partir de 800 000 €. Donc, l'IFI s'applique si on a plus d'1,3 million, mais si on a plus d'1,3 million, on paye l'IFI dès 801 000 € de droits dans les tranches. Alors, on monte progressivement, mais on est entre 0,7 et 3% en fonction de la richesse des gens, en gros.
Ok, d'accord. Donc, il ne faut pas se dire je vais payer que parce que mon bien il vaut 1,3 million. Donc, sur 1,3 million, Ah oui, il ne faut pas dire il vaut 1 300 000, 2 000 euros, je vais payer sur les 2 000 euros. Je paye sur les de 800 000 à 1 302 000 euros. D'accord. Dana, sur ce sujet, demande à propos de l'IFI, si les biens sont en location, y a-t-il une réduction de la valeur? Alors, il faut faire attention. En réalité, il y a eu déjà des redressements. Lorsqu'un bien est loué, on accepte une décote de 20 points. Parce qu'en réalité, il est loué, donc moins facilement vendable si on voulait le vendre tout de suite. Et sur le marché de l'immobilier, pour mieux le vendre, comme on le vendrait qu'à un des investisseurs, il y a une décote de 20% qui est acceptée. Par contre, si vous détenez cet appartement à travers une société civile immobilière, je vois que les gens généralement appliquent une décote. Or, cette décote, elle n'est pas automatique. Il faut que pour que vous puissiez avoir une décote sur la valeur de vos parts dans la société civile immobilière qui détient un bien immobilier loué, par exemple à Paris, que vous ne soyez pas majoritaire dans la SCI. Si vous, votre mari et les enfants, vous avez la majorité des parts et que vous pouvez décider en famille de vendre, on considère qu'il n'y a pas de décote à faire parce qu'il y aurait une difficulté dans la vente et on perd l'abattement de 20% sur la location puisqu'on déclare des parts de SCI. Et là, on est obligé de redéclarer ces parts de SCI à la valeur vénale. Donc, le SCI, c'est un super outil pour la transmission aux enfants. Ça permet de donner aux enfants en restant les chefs. Et les enfants sont virtuellement propriétaires. On peut vendre sans leurs autorisations. Mais en matière d'IFI, si vous allez à l'étranger ou même en France, c'est la même situation, vous pouvez perdre certaines décotes sur l'IFI. Ok. Justement, quels sont les points de vigilance en matière de donation ou de succession quand on est à l'international et quand on est un expatrié? Alors, d'abord, quand on est à l'international, on n'a pas qu'une étude locale à faire en France, on a une étude à faire en France et à l'étranger. Alors, heureusement, il y a quand même beaucoup de pays qui ne prennent pas de droit de succession, ce qui nous facilite la vie. Mais la question, c'est de savoir, quand vous êtes parti à l'étranger, est-ce que vos enfants sont partis à l'étranger? Et de un, est-ce que le bien que vous donnez est en France ou à l'étranger? On applique l'article 750-1 du Code général des impôts. 1, 2, 3. Je vais vous les expliquer parce qu'il faut que vous les ayez bien en tête. C'est comme ça que vous allez vous en sortir. En matière tant de donation que de succession, c'est la même chose. Si celui qui donne ou si celui qui meurt est résident fiscal au moment de la donation ou du décès, on considère que les biens mondiaux qu'il possède sont taxables en France. C'est-à-dire tant les biens situés en France que les biens situés à l'étranger. Donc vous héritez de vos parents qui sont résidents de France, vous avez beau dire moi j'habite à Singapour, vous ne serez pas exonéré de droits de succession sur tous les biens que vos parents possèdent, même les biens qu'ils ont à Singapour. D'accord? Ça, c'est du côté français. Deuxième solution, celui qui meurt ou celui qui donne n'est pas résident de France, c'est-à-dire qu'il habite à Singapour, dans notre exemple. Je vais faire une distinction. Je vais regarder si les enfants qui reçoivent ou qui héritent ou les légataires sont en France ou pas. Si les enfants sont en France, ils payent des droits de succession sur tout ce qu'ils héritent, c'est-à-dire sur les biens mondiaux. Mais il faut qu'ils aient été en France plus de 6 ans sur les 10 dernières années. Si ils n'ont pas été résidents plus de 6 ans sur les 10 dernières années, on considère qu'ils n'ont rien à payer en France. Sauf, et là c'est toujours taxable, lorsque vous donnez ou vous mourrez dans une succession, si vous êtes résident à l'étranger, tous les biens situés en France sont toujours taxables en France, du type appartement, l'argent que vous avez déposé dans un compte bancaire français, les assurances vie que vous avez auprès d'organismes français. Donc, en réalité, on doit bien regarder votre situation en fonction de votre situation, en fonction du lieu de situation du bien et en fonction du lieu de résidence des enfants ou des héritiers. Et en cumulant cet article, on regarde si éventuellement vous allez être taxable. Alors, heureusement, on a un article du Code général des impôts qui nous permet d'éviter une double imposition avec un crédit d'impôt. Si la France taxe alors que le pays dans lequel vous êtes situé taxe, la France déduit l'impôt que vous avez payé sur les biens situés en France, mais que sur les biens situés en France.
Donc oui, donc pas les biens situés. Ouais, donc on peut avoir des doubles impositions s'il n'y a pas de convention fiscale pour éviter la double imposition. Et puis même avec une convention fiscale, ça m'arrive d'avoir des doubles impositions parce que, par exemple, en France, quand on a des parts de timeshare, vous savez, quand on a le droit d'aller dans un appartement 2 semaines à la montagne par an, en France, c'est un immeuble. En Espagne, c'est un meuble. Donc, comme on n'est pas dans la même catégorie, on ne peut pas compenser l'impôt. Et on a plein de subtilités comme ça parce qu'en réalité, l'Europe fiscale n'est pas créée et l'Europe mondiale de la fiscalité, enfin la fiscalité mondiale, chacun a ses critères dans lesquels il range ses petits biens avec des noms différents et qui peuvent pas des fois se compenser. Parfait. Allez, on va aborder les toutes dernières questions. Donc, Sabine demande, elle est résidente à l'étranger, mais elle n'a pas d'adresse fixe en fait. Alors, j'imagine qu'elle voyage, je ne sais pas. Enfin, en tous les cas, et elle demande si elle peut donner l'adresse d'un membre de sa famille en France. Oui, bien sûr. Mais si elle donne, il faut bien qu'elle dise que c'est qu'une adresse postale. Ok. Ouais. C'est clair, Sabine. Doris, elle est résidente à Sainte-Lucie. Elle travaille pour une organisation internationale et ça fait 5 ans et elle voudrait démissionner pour revenir travailler en France et elle demande l'impact fiscal de son retour. Si elle démissionne, ces indemnités de démission et les salaires qu'elle a, elle les déclarera là-bas. Il n'y a pas d'impact du tout. Elle recommencera purement et simplement à déclarer en France les revenus qu'elle aura lorsqu'elle sera rentrée. Parfait, c'est clair. Ça me paraît pas compliqué, son dossier-là. Non. Parfait. Peggy, retraitée entre l'Italie et la France. Donc, elle dit la Convention prévoit une double taxation des retraites de sécurité sociale. Donc, les retraités français doivent payer des impôts à l'Italie sur leurs retraites françaises. Est-ce un cas unique? Elle dit que les Allemands, ce n'est pas la même chose. Et elle dit qu'il y a beaucoup de redressements. Pourquoi ne pas s'orienter vers une convention unique UE? Alors, bon, ça, je pense que Olivier, je ne sais pas si c'est de ton ressort, mais bon. Non, mais j'étais rapporteur du Congrès des notaires sur le droit international et j'ai écrit toute la fiscalité. Donc, en matière de fiscalité, la France, l'Angleterre et les Américains, c'est nous qui avons fait le plus de conventions parce que d'abord, on avait des colonies et puis pour développer les entreprises françaises. Maintenant, l'État français n'a plus envie de faire de conventions du tout puisqu'elle a créé un crédit d'impôt dans son Code général des impôts et que les conventions, généralement, permettent aux gens de payer moins d'impôts que s'il n'y en avait pas. Et comme les États ont besoin d'argent, je les vois mal aller me faire une convention unique pour toute l'Europe. Je pense que on va rester avec tous les particularismes. Et quand les conventions sont retraitées, chacun essaie de défendre ses citoyens pour éviter qu'ils aient de l'impôt à payer dans l'autre État. Donc, dans les relations diplomatiques, je pense que ça va être compliqué. Alors, je suis d'accord avec elle. Ça serait bien mieux d'avoir une seule convention. D'ailleurs, les conventions sont dures à lire, elles sont dures à comprendre. Quand vous lisez dans une convention, par exemple, les revenus immobiliers sont imposables dans l'état de situation. Vous dites, l'état de situation, c'est l'Italie, je vais payer mon impôt en Italie. Oui, mais comme dans la convention, ils n'ont pas mis ne sont imposables que dans l'état de situation, l'Italie peut imposer, la France peut aussi imposer les revenus fonciers et après, on va aller enlever la double imposition avec un système de crédit d'impôt ou taux effectif. Et les gens, quand ils lisent la convention, ils disent, oui, non, mais attendez, non, c'est pas imposable, c'est écrit. Il faut savoir qu'il y a un qu'il y a un moyen d'éviter les doubles impositions qui lui-même peut vous éviter de payer de l'impôt parce qu'il y a une dispense d'imposition. Donc, en réalité, vous êtes toujours obligé d'avoir affaire à des fiscalistes. Alors, je ne sais pas si c'est fait exprès pour que vous ayez des spécialistes qui vous fassent des factures, mais il faut être franc que l'écriture de ces textes n'est pas facile à comprendre pour un non-initié. Allez, on va aborder les dernières questions. Yann demande, il est résident en Suisse, affilié à l'assurance maladie en Suisse, mais il a aussi une activité BIC, c'est quoi, bénéfices industriels et commerciaux en France. Il demande s'il doit cocher la case, vous ne relevez pas d'un régime obligatoire français d'assurance maladie dans sa déclaration de revenus. C'est mieux qu'ils le cochent réellement, parce qu'ils veulent le savoir après pour les plus-values. Parce que lorsqu'on n'a pas le régime français, on a une dispense sur certains prélèvements sociaux. Alors après, vous avez aussi une possibilité, quand vous êtes non-résident, je ne sais pas si vous le savez, mais vous avez le droit d'être auto-entrepreneur en France.
D'accord, même en résidant à l'étranger. Ouais. La loi, elle a permis aux non-résidents d'avoir une entreprise ce qu'on appelle l'auto-entreprise, Oui. et de déclarer en France les revenus pour une petite activité secondaire en France. Bah, c'est une bonne formule parce que Ouais, c'est bien. ça se fait en 2 clics. Voilà, ça se fait en 2 clics et puis c'est déclaré en France et c'est assez facile. Donc lui, il a des BIC en France, il les déclare en France, qui coche bien parce que ça peut avoir un impact après sur ses impositions qu'il pourrait avoir à l'intérieur de ses différents revenus et de ses dividendes également aussi. Elle a une question de Myriam qui demande, en cas de donation d'un montant de 60 000 euros, faut-il la déclarer en Espagne? Alors, j'imagine, Myriam, je ne me souviens plus, elle doit être en Espagne et elle doit peut-être faire une donation à ses enfants. Je ne sais pas s'ils sont en France ou pas, mais bon. Ouais, alors, il n'y a pas de montant pour déclarer. En France, c'est les donataires, c'est-à-dire ceux qui reçoivent, qui doivent déclarer dans un formulaire spécial. Alors, avec toute une difficulté, parce que là, vous voyez, on parle fiscal, donc sur le formalisme, mais une donation, ça a des conséquences sur le civil. Donc, si on fait une donation et qu'on la déclare fiscalement en France et en Espagne, parce que normalement, elle doit le déclarer dans les deux si ce qu'elle donne, c'est de l'argent situé en France. Si elle est en Espagne, les enfants qui reçoivent sont en France, il faut qu'on fasse la déclaration en France. Et elle devra également le faire en Espagne puisqu'elle est résidente d'Espagne. Donc, double formulaire à faire. Donc, généralement, quand moi j'ai des donations qui sont faites à l'étranger, les gens me donnent une copie authentique de l'acte qu'ils ont fait avec un notaire ou le formulaire et je le dépose au rang de mes minutes et je liquide les droits qui seraient taxables en France et je le déclare. Alors, je reviens sur ça c'est pour le formalisme fiscal. Maintenant, je reviens sur le côté civil. Attention, parce que civilement, lorsqu'on donne aux enfants une somme d'argent, ça peut avoir des impacts quand on va mourir. Je donne l'exemple. Je donne à mon fils Pierre 60 000 euros. Mon fils Pierre met les 60 000 euros dans une société qui s'appelle Tesla en cours de constitution. Moi, j'ai un client qui a mis 100 000 euros. Maintenant, il a 4 millions d'euros. Hein. Bon, quand je décède, Pierre a 4 millions d'euros parce que sa société vaut 4 millions d'euros. Si je n'ai pas fait une donation devant notaire en disant que il doit à ma succession que 60 000 euros, on va être obligé de considérer qu'il a reçu de ma part 4 millions d'euros. Il va devoir redonner la différence à ses frères et sœurs. Ça, c'est le jeu civil des réintégrations de donations. Donc, attention, parce que les donations, ça, il faut vraiment les travailler pour tant fiscalement que civilement. En plus, les donations avec l'Espagne, généralement, c'est pas très facile parce qu'on n'a pas de convention évitant la double imposition avec l'Espagne en matière de donation. Donc, il faut être au centre, il faut faire attention sur les montants, sur les abattements des deux côtés et puis regarder le code général des impôts pour les crédits d'impôt. Ouais, donc il faut faire attention de ne pas se faire rattraper et bien se préparer. Oui, et puis, on peut ne pas se faire rattraper parce qu'il y a plein de gens qui donnent et qui ne déclarent pas parce qu'ils ne savent pas. Puis au bout de 10 ans, ça y est, c'est prescrit. Mais ça peut avoir au moment du décès des conséquences civiles qui fassent que si en face, vous avez un bon juriste qui défend l'un de vos enfants, ça fasse des grosses difficultés. Très bien, parfait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Je vais peut-être te donner la main pour un mot de conclusion, peut-être un peu plus générique. Je crois qu'on a répondu à beaucoup d'internautes et merci les internautes pour avoir posé autant de questions. C'était passionnant et merci Olivier pour avoir vraiment pris les questions un petit peu au fil de l'eau. Mais c'était, je crois qu'on a abordé vraiment tous les grands points et c'était super intéressant. C'est peut-être garder quel est le conseil vraiment que tu donnerais en particulier et finalement aussi quand est-ce que tu recommandes de consulter je ne sais pas si on dit consulter, mais de consulter un notaire? Alors, en réalité, en plus maintenant, ce qui est super, c'est qu'on a la visioconférence depuis la Covid. J'ai tendance à dire que dès que vous avez une question, que vous avez un doute, vous consultez. C'est pas une consultation chez les notaires, c'est pas vous demandez un devis, mais c'est pas vraiment cher par rapport à des spécialistes avocats qui vont vous facturer ça à 500 euros. Chez les notaires, on est beaucoup plus raisonnable. Demandez, posez la question. Vous avez plein de gens, je lis tous vos chats qu'il y a des fois sur Internet et je vois des bêtises qui se répètent, des gens qui répondent en disant « bah oui, mais c'est comme ça parce que je l'ai vécu ». En réalité, vous avez tous des particularismes dans vos dossiers qui font que les réponses, elles sont à tiroir et qu'elles ne sont pas tout à fait celles que vous pensez. Donc, soyez prudents, consultez. Le droit international,
c'est un droit très complexe parce qu'on a et du civil et du fiscal dans les deux pays. Pour que vous compreniez bien, vous voyez, dans le civil, j'ai un code civil français, j'ai un code civil, si vous êtes en Espagne, espagnol. Quand on est en droit international, on a ce qu'on appelle les conflits de loi. Donc, il y a une règle qui va dire on utilise le code civil français ou le code civil donc espagnol. Donc, c'est déjà simple, on n'a qu'un code à appliquer. Mais par contre, en matière de droit fiscal international, j'applique toujours les deux codes des deux pays. Et en plus, je vais peut-être admettre 1, 2, 3 conventions et il faut que j'arrive à faire une imbrication de tout ça et à tout comprendre. Donc, c'est assez compliqué. Vous n'hésitez pas après à faire des rescrits parce que dans votre espace personnel impôt.gouv, vous avez le droit d'écrire à l'administration fiscale quand vous avez un doute et la réponse qu'ils vous donne, s'ils se trompent, elle est opposable à l'administration fiscale. Et ça m'est arrivé, là, moi, de voir des gens leur demander de questionner le centre des impôts, d'avoir des réponses qui me surprennent parce qu'au centre des impôts, au centre des non-résidents à Noisy, ils sont hyper compétents. Et vous allez avoir tout de suite les bonnes réponses. Mais comme vous posez les impôts dans le centre des impôts dans lequel vous êtes, bah, des fois, on a des réponses qui sont faites par des inspecteurs qui n'ont pas l'habitude du droit international et qui vous disent bah oui, vous êtes exonéré alors que vous ne l'êtes pas, quoi. On a des fois des surprises, enfin, on a des réponses un peu surprenantes. Donc, approfondissez, n'hésitez pas à consulter. On vous a dit tout à l'heure comment vous pouviez faire pour trouver les notaires qui peuvent vous consulter, qui peuvent. S'ils ne savent pas, ils vous le diront. Vous voyez, tout à l'heure, il y avait des questions où je n'étais pas sûr sur les prélèvements sociaux. Bah, vaut mieux pas répondre, en sachant que vous devrez aussi consulter dans le pays local. Et puis là-bas, bah, les notaires français, on est un peu en pointe au niveau des notaires internationaux. On tire pour tous les notaires pour qu'ils se forment. Des fois, on a des réponses qui sont pas en règle en Europe avec les règlements européens. Donc, ils montent en puissance. Donc, si vous n'êtes pas sûr, consultez-en un deuxième, n'hésitez pas. Et vous finirez par trouver la bonne solution. Merci beaucoup, Olivier. Olivier Lecomte, notaire à Paris, diplômé spécialiste en droit international privé. Merci pour toutes ces réponses sur cette thématique complexe et très diverse, les obligations déclaratives et la fiscalité internationale des expatriés, avec le Conseil donc, supérieur du notariat. Merci à tous les internautes pour vos nombreuses questions. Vous étiez nombreux aujourd'hui, c'était passionnant. Vous pourrez voir dans quelques instants ce webinaire en replay si vous voulez le revoir, si vous avez raté le début ou la fin, évidemment, il n'y a pas de souci. Vous pourrez le revoir. Il y aura un article aussi dans le petitjournal.com dans les prochains jours avec la vidéo YouTube. Donc, n'hésitez pas à la partager autour de vous, à vos amis, collègues ou autres qui sont également français à l'étranger et qui sont évidemment concernés par ces thématiques. Et puis, n'hésitez pas évidemment à contacter le Conseil supérieur du notariat. Je vous remercie à tous et puis je vous dis à très bientôt. Une bonne journée, une bonne soirée. Merci Olivier. Merci les internautes. À très bientôt. Allez, bonne continuation à tous les internautes. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.